Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin en partenariat avec Radio Émotion. Une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, le chef de l'édition de Nice. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invitée aujourd'hui, Fabienne Keller. Bonjour. Bonjour. Fabienne Keller, vous êtes députée européenne Renaissance. Après un parcours à l'UDF, puis à l'UMP et aux Républicains, vous avez été aussi maire de Strasbourg de 2001 à 2008. Quel était le cadre de votre venue à Nice en cette fin de semaine? Alors, je suis désormais dans la majorité présidentielle, puisque j'ai quitté les LR en 2017, à l'occasion de la présidentielle, quand LR n'a pas été clair sur le choix du candidat pour le deuxième tour, entre le RN et Emmanuel Macron. J'ai participé à la création d'Agir, la droite constructive, qui a rejoint il y a un an Renaissance, le parti qui soutient le président de la République. Donc nous sommes aujourd'hui en pré-campagne pour les européennes. Nous attendons la nomination de la tête de liste, mais nous sommes engagés sur le terrain. Et moi, je suis députée européenne, donc je vais à la rencontre des militants de la majorité présidentielle, donc de Renaissance, mais aussi du MoDem et d'Horizon. Et c'est Magali Altounian, qui est très active dans les instances européennes, adjointe au maire de Nice, vice-présidente de la région, avec laquelle j'échange régulièrement, qui m'a proposé et organisé ce déplacement. Est-ce que vous êtes venu pour adouber sa candidature sur la liste aux européennes? Ah, c'est le choix. En tout cas, pour la soutenir clairement, mais c'est pour elle, je crois, une démarche très, très forte que l'Europe. Renaud Muselier, comme Christian Estrosi, connaissent bien les mécanismes européens et en font profiter. La ville est là. Renaud Muselier a été député européen. Alors, il a été député. Je crois que la délégation de la région Sud est la plus puissante à Bruxelles, parmi les régions de France. Il connaît bien les mécanismes européens. Magali est dans cette ligne. Elle aime l'Europe, elle dialogue avec ses homologues. Après, pour le choix des colistiers, il y a une commission nationale d'investiture et nous sommes en phase de candidature. Puis ensuite, il y aura une phase de choix. Tout le monde doit être candidat, y compris les sortants. Et est-ce que vous êtes, vous, candidate à votre réélection ? Oui, je suis candidate et donc je déposerai aussi ce week-end ma candidature pour l'élection. Est-ce que vous êtes candidate à la tête de liste ? Non, je ne suis pas candidate à la tête de liste. Ce sera un choix à la fois du parti, enfin des partis de la majorité présidentielle et du président de la République lui-même. Il y a plusieurs candidats évoqués dans les journaux. Et alors pourquoi ça tarde tant ? Je ne sais pas si ça... C'est la dernière grande liste à ne pas avoir de tête. C'est vrai, mais peut-être ce qui nous différencie d'autres listes, d'autres élus, c'est que nous sommes au travail au Parlement européen. Sur ce mandat, nous avons considérablement fait progresser l'influence française. Moi, par exemple, je m'investis dans le pacte Asile-Migration, qui a été voté en commission dans sa forme définitive ce mardi. On va y venir. J'ai été jusqu'à mardi totalement concentrée sur cet objectif, puisque ça fait 8 ans qu'on essaye de fixer des règles communes en Europe. Donc c'est sûr que quand on travaille pas du tout comme les gens du Rassemblement national, que moi je vois pas en commission, qui font pas de propositions, qui sont pas dans les discussions, ils ont plus de temps pour communiquer. Est-ce que vous avez une préférence pour la tête de liste ? Non, mais il y a plusieurs noms qui circulent de personnes de grande qualité. Donc lesquels ? Je suis certaine que ma collègue Valérie Hayet, qui est désormais présidente du groupe Renew, c'est-à-dire des 25 nationalités qui sont centristes et qui sont fédérées, donc l'équivalent de la majorité présidentielle, ainsi qu'un courant un peu plus libéral pour les Allemands ou les Nordiques. Il y a d'autres noms de ministres ou d'anciens ministres qui circulent. Nous verrons. Bruno Le Maire s'est écarté, Oui, après, on ne sait jamais, quand les gens refusent la tête de liste, c'est parfois pour être plus désirés. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais l'Europe est dans l'ADN de ce gouvernement et de la majorité présidentielle. Alors, nous la façonnons, nous ne la critiquons pas, nous travaillons en Europe. L'Europe, c'est nous aussi. À propos de nous y travaillons. Et donc, cette caractéristique, on la trouve chez l'ensemble des personnes citées. Bien sûr. À propos de majorité, est-ce que toutes les composantes de la majorité sont certaines de se réunir sur la même liste pour ces européennes ? En gros, MoDem, Horizon ne feront pas liste à part ? Non. Ça, c'est certain maintenant ? En aucun cas. Franchement, on a été élus ensemble. On bosse bien ensemble. Chacun a sa spécialité. Nous sommes 23 élus. Il y a 20 commissions au Parlement européen. C'est
un Parlement où on doit beaucoup travailler, parce qu'il faut construire les compromis. Donc c'est formidable d'être une force. Et on est en train, en quelque sorte, de rattraper les Allemands qui ont une influence importante au Parlement européen. Et la tradition française, c'était plutôt de changer d'élu à chaque coup, ce qui fait que les gens n'ont pas le temps de s'installer dans la structure, d'en comprendre les mécanismes un peu compliqués, et puis de s'installer dans cette mécanique pour pouvoir vraiment influer à la fois sur les textes proposés par la Commission et sur leur état ou équilibre final. On le voit, Jordan Bardella, à la tête de liste Rassemblement National, est très largement en tête dans les sondages. Est-ce que ça veut dire qu'il a mieux travaillé que vous au Parlement européen ? C'était le cas, ça se saurait. Je peux vous parler du sujet que je connais le mieux, l'asile et la migration. Pas vu dans les réunions de commission, ni lui, ni ses collègues RN qui sont dans le groupe ID, Identité et Démocratie au Parlement européen. Ils ont fait une seule chose. Quand on a voté mardi, il y a 2 jours, l'accord avec le Conseil des ministres, ils ont tous voté contre. Ils veulent empêcher la construction de toute solution qui répondrait aux problèmes qu'ils dénoncent pourtant. Et ce que vous nous dites, c'est que le RN ne travaille pas ils ne travaillent pas. 2, ils ne veulent pas qu'on leur enlève leur carburant. Les problèmes sont leur carburant, donc ils préfèrent laisser les Français en difficulté plutôt que de participer à la construction de la solution. C'est d'un cynisme inadmissible. Qu'est-ce qui vous distingue de Raphaël Glucksmann ? Raphaël Glucksmann est socialiste, il est moins dans la construction des solutions, il y participe parfois, mais pas toujours. Nous verrons pendant la campagne, mais un certain nombre de choses nous rapprochent aussi, puisqu'il nous arrive régulièrement d'être dans les mêmes majorités de compromis. Est-ce qu'il y a des choses qui vous rapprochent avec la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy ? Assez peu. C'est mon voisin immédiat dans l'hémicycle. On vote à peu près à l'envers, l'un de l'autre. D'ailleurs, lui, il vote assez rarement comme le groupe PPE, dont il fait en théorie partie. Absolument, donc la droite européenne. La droite, le centre-droit européen, pour lesquels LR est plutôt à droite, mais plutôt avec les 2 groupes d'extrême droite, c'est comme ça. C'est le cas sur les sujets de société, mais aussi sur des sujets économiques. Donc non, j'ai très peu de choses en commun avec lui, mais j'ai une relation civile. C'est une personne Quand vous dites Bellamy, c'est tout son groupe ou c'est lui particulièrement ? C'est lui particulièrement. Parce qu'on le dit assez proche de Marion Maréchal, par exemple. C'est cela. C'est lui tout particulièrement. Et ça se traduit vraiment au quotidien au Parlement ? Ah oui, je le vois, j'en témoigne chaque fois que nous avons une séance de vote. Alors, pour finir sur les élections européennes, comment intéresser la population ? C'est le sens de la question recueillie par Tristan Gasparou. Il est journaliste à Radio Émotion, c'est notre partenaire. On l'écoute. Là, si on me demande d'aller voter aujourd'hui, là actuellement, je ne suis même pas capable de voter parce que je n'y connais pas assez. Je ne me suis pas assez intéressée à la question, donc là, non. Comment vous feriez pour me convaincre d'aller voter aujourd'hui ? Convaincre cette jeune fille ? Peut-être en lui donnant des exemples concrets. Nous avons tous subi le Covid, l'épidémie du Covid. C'est bien tous ensemble qu'on a été en capacité de négocier avec des usines, des industries de produits pharmaceutiques pour produire, pour inventer, finaliser l'invention, industrialiser puis produire les vaccins qui ont protégé la population européenne mieux que n'importe quelle population au monde. C'est grâce à l'Europe que peut-être elle est déjà partie ou elle va peut-être partir en programme Erasmus, qui est cet échange d'étudiants qui est formidable, qui marche bien, qui crée une culture communautaire. Après, je voudrais lui dire aussi que l'Europe ne s'occupe que des sujets qu'elle fait mieux que le niveau national ou le niveau local, la mairie, le département, la région. N'interfère pas dans les affaires locales. Absolument. Et donc, il y a un effet un peu paradoxal, c'est que c'est normal qu'on ne soit pas trop au courant de ce que l'Europe fait, parce que l'Europe, elle propose des règles ou des budgets pour financer des stratégies nationales ou des stratégies régionales ou locales. Et puis, parfois, les collectivités locales disent pas trop. Par exemple, actuellement, il y a énormément de projets sur des équipements publics, des écoles, des universités, financés par le plan de relance européen. Mais il y a aussi eu un plan de relance national. Les régions ont fait leur plan de relance. Et donc, voilà, le président de région, quand il inaugure, il parle plus du plan de relance régional. C'est plus proche aussi des gens que de la participation européenne. Donc c'est compliqué. Peut-être un exemple concret pour elle, c'est l'harmonisation des recharges, des prises utilisées pour les recharges de mobiles. Nous avons un texte maintenant qui les harmonise et dans quelques années, une seule prise suffira pour les téléphones de la famille, des copains et de tout le monde. C'est concret. Frédéric Maurice.
Alors, ce qui va le devenir aussi concret, c'est que mardi, le Parlement européen a adopté en commission le pacte pour l'asile et la migration. Vous avez participé à son élaboration. Qu'est-ce qui va apporter concrètement, ce pacte ? Il va permettre, ce nouveau pacte, 3 choses. Contrôler la migration irrégulière par un enregistrement systématique à l'entrée. Il va permettre plus de solidarité entre les États membres, une solidarité organisée. Et puis la 3e chose, c'est des procédures d'asile beaucoup mieux organisées. Et puis surtout, c'est un règlement, c'est-à-dire que ce sera les mêmes procédures entre les États membres. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de pertes d'énergie et de chicaya. Et puis tout ça est très complémentaire avec la loi nationale, ça a été très peu dit. Par exemple, la loi nationale prévoit la simplification des procédures de recours. Il y en avait 12, il n'y en aura plus que 4. Avec la loi immigration. Avec la loi française de Gérald Darmanin. Tout à fait. Mais c'est le même Gérald Darmanin qui, dans les instances européennes, défend ou participe à l'élaboration du texte européen, donc, qui est coélaboré par les ministres de l'Intérieur et le Parlement. Et moi, j'étais très impliquée dans ce dossier. Donc, une loi française qui est très complémentaire. L'OQTF appliqué aux personnes auteurs de crimes et délits, c'est clairement en application, en cohérence avec le paquet européen qui vise en fait à avoir de moins en moins, si possible à terme, plus personne dans ces situations d'entre-deux, les sans droit, qui pour certains méritent d'être régularisés, ça aussi c'est prévu dans la loi nationale, mais surtout qu'on doit empêcher d'entrer, ou s'ils ont peu de chances d'avoir l'asile, dont on doit traiter vite et bien, en respectant leurs droits, mais vite et bien, les procédures et les retourner dans leur pays d'origine. Alors, ça n'empêchera pas les arrivées à Lampedusa quand même. C'est-à-dire que ces bateaux qui continuent d'affluer de façon régulière sur cette île italienne, ils vont continuer à arriver. Ça ne changera pas la pression migratoire. Alors si, ça changera les modalités de gestion par l'État italien. Alors c'est vrai que sur l'île de Lampedusa, où je suis allée à 2 reprises, on ne peut pas gérer grand-chose parce que c'est très petit. Il y a un tas de problèmes logistiques. Par contre, l'Italie est très organisée et très vite, les migrants sont emmenés en bateau vers différentes villes de Sicile, Ragusa, Palerme, ou du reste de l'Italie en fonction du nombre de personnes. Et là, ils auront la procédure dite de screening, 7 jours, pour avoir leur nom, leur prénom, quelques informations sur leur identité, une photo, les empreintes digitales, puis ensuite ils peuvent être soit inadmissibles, c'est-à-dire ils n'ont pas de papier pour un motif, le travail, pour lequel ils n'ont pas de titre, donc ils sont déclarés inadmissibles, donc ils sont retournés dans leur pays d'origine, tout de suite. Soit ils sont demandeurs d'asile, et là on appliquera aux frontières, s'ils viennent d'un pays où il y a très peu de personnes qui sont reconnues réfugiés, ils bénéficieront d'une procédure gérée en un maximum de 3 mois, pour la procédure administrative et le recours. Et dès la décision, 3 mois de plus pour gérer le retour. Ce dispositif est prévu dans les textes. On a 2 ans pour en organiser l'application. Et après, cela devrait conduire à réduire assez fortement le nombre d'arrivées irrégulières, parce qu'en fait, elles n'aboutiront pas. Si les personnes sont retournées rapidement. Les arrivées irrégulières dans les Alpes-Maritimes, on connaît bien la question, puisque c'est un des principaux points d'entrée en France. Beaucoup d'élus considèrent que la politique migratoire européenne est un échec. Est-ce qu'ils ont tort ? Ils ont raison. La politique actuelle ne permet pas de contrôler ces entrées. Pourquoi ? Parce qu'il y a un règlement dit Dublin qui prévoit que le pays en responsabilité aujourd'hui pour gérer la demande d'asile, c'est le pays de première entrée. Donc si les Italiens enregistrent ceux qui arrivent, alors il faut qu'ils gèrent toutes leurs demandes d'asile. Donc les Italiens n'ont pas trop envie de les garder tous, parce qu'ils sont nombreux. Et deuxièmement, les migrants eux-mêmes n'ont pas envie de rester en Italie. En général, ils ont envie d'aller plus au nord, là où il y a du travail, qui est le motif principal. Et donc la situation actuelle n'est absolument pas satisfaisante. C'est bien pour cela que l'accord a prévu d'une part l'enregistrement obligatoire aux frontières, mais la contrepartie pour les pays dits MED5, les pays de première entrée, Italie, Espagne, Grèce et les 2 îles, Malte et Chypre, qu'il y aura une solidarité, c'est-à-dire que les États membres, pour un effectif de 30 000 personnes, accepteront des personnes demandeurs d'asile, qu'ils aillent en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Suède,
Et c'est vraiment nouveau, ça, parce que ce mécanisme de solidarité existait déjà. Non, il n'existe pas. Ah, d'accord. Et en tout cas, il a été dessiné à l'époque par le président de la commission Juncker. Et il n'a pas du tout bien fonctionné parce qu'il n'était pas négocié en amont. D'accord. Enfin, il y a deux autres motifs. Il y a un motif, si on a un ascendant ou un descendant, un parent ou un enfant qui est dans un État membre, on a le droit de le rejoindre pour déposer sa demande d'asile. Et puis, si on a une année scolaire complète, ce qui arrive assez souvent, hein. Il y a des gens qui reviennent, qui étaient là par exemple en famille et qui reviennent jeunes adultes. Ils ont droit aussi de déposer leur demande dans un État dont ils maîtrisent a priori la langue et les codes culturels. Bref, un ensemble de règles qui assureront, on a fait différentes simulations, une meilleure répartition sur le territoire européen des demandeurs d'asile. Donc c'est ce qui permettra aux pays de première entrée d'accepter d'une part le screening, de jouer ce rôle d'enregistrement systématique, et aussi les procédures accélérées qui se dérouleront aux frontières, donc chez eux. Est-ce que la fin annoncée du droit du sol à Mayotte, annoncée par le ministre de l'Intérieur, est-ce que c'est une victoire de l'extrême droite ? Non, la situation à Mayotte est extrêmement particulière. La proximité géographique des Comores, cette situation particulière qui fait que, en cas de naissance, sur le territoire de Mayotte permet d'accéder plus facilement à la nationalité française. C'est une sorte de détournement. Hein. Il y a déjà des restrictions en fait, aux règles générales du droit du sol qui ont été appliquées, qui sont considérées comme insuffisantes, puisque le nombre d'arrivées continue à être très important. Je n'ai pas encore pu m'y rendre, donc je ne suis pas en capacité de vous donner une analyse complète au jour d'aujourd'hui, mais je salue la volonté de gérer une vraie difficulté parce que ces arrivées massives génèrent d'immenses problèmes dans l'hôpital, dans le service d'obstétrique, mais aussi dans le système scolaire, puisqu'en fait à Mayotte... Donc mon collègue Stéphane Bijoux, qui est de La Réunion, m'explique que des parents de Mayotte laissent partir leurs adolescents tout seuls à La Réunion pour bénéficier d'une meilleure scolarité dans des collèges moins surchargés, alors qu'à Mayotte, ils sont dans un système qu'on rencontre beaucoup dans des pays pauvres, de scolarité soit le matin, soit l'après-midi. Il n'y a pas de scolarité toute la journée parce qu'il n'y a pour l'instant pas tous les équipements qui ont pu être construits. Et donc, mais ces enfants, du coup, sont loin de leurs parents, gardés par un proche, dans des situations qui ne sont pas bonnes. On est dans une situation extrêmement particulière. Et la France, à un moment donné, il y a quelques années, a voulu aider les Comoriens à pouvoir vivre de leur pêche, pour améliorer leur niveau de vie. Mais l'écart est tellement fort entre ce qu'apporte la France et la réalité de vie des Comores que instantanément ces bateaux de pêche se sont transformés en coussa-coussa, c'est-à-dire en bateaux de transport de personnes et à accentuer les transferts. Donc c'est une situation très particulière qu'il faut gérer comme telle. Bien sûr. Fabienne Keller, vous avez appartenu aux Républicains jusqu'en 2017. Quel regard vous portez sur le parti aujourd'hui et sur l'action de son président, Éric Ciotti ? Oh, moi, je ne les ai pas quittés, c'est eux qui sont partis. Quand j'ai rejoint l'UMP en 2002, on devait être un grand mouvement, un peu comme la CDU allemande, des centristes, centre-droit, aux gaullistes, en passant par les libéraux. Donc c'est un parti qui s'est rétréci ? Il s'est considérablement rétréci sur sa droite. Pardon ? Et radicalisé ? Bien sûr, radicalisé dans une... je m'y suis pas reconnue. Moi, j'ai des valeurs. Et par exemple, c'est intéressant de voir leur posture par rapport à l'Europe, qui est devenue extrêmement ambiguë, alors que c'était un marqueur très fort de l'UMP voulu par Jacques Chirac à l'époque. À ce sujet, mardi, Laurent Wauquiez, qui est l'un des candidats possibles des Républicains aux prochaines présidentielles, était dans le Var. Nous proposons de regarder ces images qu'a captées un de nos reporters, Michael Zoltobroda, à son sujet. C'est qu'il faudrait qu'il y ait un loup qui soit à Paris, et que le jour où vous aurez un loup à Paris, là, rapidement, ils vont nous le régler. C'est comme le poney de Ursula von der Leyen. Là, tout d'un coup, quand le poney a été mangé, là, c'était plus la même histoire sur nous. Mais c'est triste, mais c'est ça la réalité. Qu'est-ce que vous inspire ces propos ? Donc, Laurent Wauquiez qui dit la question du loup sera réglée le jour où il y aura des loups à Paris. Non, c'est un sujet très difficile. C'est la question d'une manière générale, pas forcément le loup spécifiquement, mais cette façon de dire, bon, il y a une déconnexion totale aujourd'hui entre les élites qui nous gouvernent et nous, le peuple qui est complètement abandonné. Le loup, il faut le gérer sur le terrain. C'est un drame pour les agriculteurs dont les troupeaux sont attaqués.
Et le loup est une espèce qui mérite une certaine protection, mais pas au point d'être un prédateur extrêmement présent dans certaines régions de France. C'est du populisme, ça, pour vous? Oui. C'est la démagogie? Oui, c'est faire croire qu'il y a une solution simple sur un problème qui est une question d'équilibre, de négociation. Moi, j'étais en vacances dans les Pyrénées cet été où c'est un petit problème. Dans les Alpes, c'est un grand problème dans certains territoires. Et j'ai rencontré des éleveurs qui ont perdu une partie de leur élevage. C'est un drame. Et ça, c'est nouveau à droite? Vous avez appartenu au Sénat? Oui, c'est une droite qui n'est pas responsable. Ce n'est pas une droite de gouvernement. C'est une droite qui dit faut changer la Constitution pour régler le problème de la migration. Voyons, si ça marchait comme ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. Donc c'est une droite qui devient, oui, populiste, vous avez raison. Ça veut dire que la vraie droite aujourd'hui, c'est le macronisme? Il y a des personnes de centre droit, comme moi, comme Franck Riester, qui était mon président de parti Agir et du groupe à l'Assemblée Agir la droite constructive. Oui, il y a un volet de centre droit. Vous dites de droite, hein, pas spécialement centriste, centre droit. Moi je suis centriste, centre droit. Il y a avec Emmanuel Macron un centre gauche. Ça me semble plutôt bien qu'un pays soit géré. Il y a le centre gauche? Bien sûr, il y a un centre gauche. Parce que le gouvernement aujourd'hui pèse très très à droite. Les dernières lois. Il y a quelques personnalités qui ont rejoint le président Macron, je m'en réjouis. Moi, je suis plus positive. Je pense que la bonne ligne, la ligne de crête pour un pays, c'est bien la solution qui allie des personnes de centre droit et de centre gauche. Ça vous donne une gestion modérée, équilibrée. C'est au fond ce qu'on vit au Parlement européen, où comme on est tous élus à la proportionnelle, on exclut les extrêmes, parce qu'elles sont assez nombreuses, d'extrême droite et d'extrême gauche. Les extrêmes, et on construit... Ce qui n'est plus le cas en France. Gabriel Attal et Emmanuel Macron disent aujourd'hui que tous les partis représentés à l'Assemblée nationale constituent l'arc républicain et qu'à ce titre-là, ils travailleront avec la totalité de ces partis. Il y a plusieurs choses. Ils représentent la population qui les a élus, donc à ce titre, ils méritent d'être reçus quand l'ensemble des présidents des groupes politiques sont reçus. C'est une manière de vérifier aussi qu'ils ont réfléchi à un certain nombre de sujets. Parce que moi, je suis en train de chercher le programme européen du RN, je ne l'ai pas trouvé. Avant, c'était un peu plus simple parce qu'il y avait le Frexit, il y avait la sortie de l'euro. Là, ils sont un peu plus prudents. Et je trouve qu'ils surfent sur l'actualité de manière très populiste, très poujadiste. Mais alors, est-ce qu'il faut travailler avec eux au plan national? Il faut les respecter en tant qu'ils représentent des Français. Quant à construire une coalition avec eux, la réponse est non. En tout cas, au Parlement européen, nous avons une majorité modérée autour du centre, autour du groupe dont je fais partie, avec le PPE, Parti populaire, et les sociodémocrates, et nous portons ainsi des politiques fortes dans plein de domaines. Par exemple, nous permettons des décisions pour aider l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, aide que l'extrême droite refuse. Elle qui, en fait, a été financée par la dite Russie. Et c'est l'ingérence dont on parle actuellement qui est même dangereuse pour la démocratie française. Ça veut dire que le RN, porte-parole du Kremlin, tel que il y avait une enquête de Washington Post à ce sujet qui a abouti à la conclusion que le RN serait la tête de pont en Europe du Kremlin. C'est votre avis aussi? Ce n'est pas mon avis. Je vous apporte des preuves. Ils votent contre les sanctions à l'égard de la Russie au Parlement européen. Ils ont régulièrement des prises de parole favorables à la Russie. Nous avons un contrôle actuellement sur une personne qui est influente et qui arrive avec une influence russe. Donc depuis 2 ans et la présidence de Madame Metsola, PPE, qui est très énergique, nous avons mis en place des protections à ce sujet, parce que l'ingérence, l'influence, c'est une réalité qu'il faut maîtriser. Vous avez parlé du centre tout à l'heure. Une personnalité majeure du centre, François Bayrou, a failli rentrer au gouvernement la semaine dernière. Ça ne s'est pas fait. Il a piqué une grosse colère. Est-ce que c'est une énième dérive personnelle de François Bayrou, comme celle qui vous avait amené en 2002 à vous éloigner de lui et à vous rapprocher de Jacques Chirac? Alors, j'ai un grand respect pour François Bayrou, que j'ai connu effectivement à l'UDF, même chez les centristes, au Centre des démocrates sociaux. Nature explosive. Il a son caractère, et c'est bien comme ça. Il n'y a pas de gens à ce niveau-là en politique qui n'aient pas un caractère fort. J'étais surprise de sa critique à l'égard du gouvernement, que j'ai plutôt analysé comme de l'amertume, parce que... Beaucoup de gens qui connaissent n'étaient pas surpris en disant mais c'est juste des crises d'ego comme on en connaît chez François Bayrou. Je pense qu'il a beaucoup souffert pendant 7 ans d'un processus d'enquête à son sujet,
au sujet du financement des assistants parlementaires, voilà, il a souhaité dire cela. Moi, je le regrette parce qu'il est, il avait sa place avec ses collègues. Oui, il avait sa place, en tout cas, dans le dispositif de la majorité présidentielle. Il est très écouté par le président Emmanuel Macron. Le MoDem est un parti fort. Alors, pourquoi je ne l'avais pas rejoint, moi ? Ma petite histoire personnelle, en 2002, en fait, c'était l'UMP. Et moi, voisin de la CDU, j'y croyais vraiment à cette UMP qui allait fédérer tout le monde. Et pour moi, c'était une forme d'apaisement, alors qu'à l'époque, gaulliste, centriste, à Strasbourg, c'était toujours la guerre. Je trouvais bien que ces deux sensibilités, auxquelles on peut ajouter les libéraux, travaillent ensemble, notamment au service d'une collectivité locale. Et je dois dire que j'y suis allée avec Jacques Barrot, avec Pierre Méhaignerie, voilà, avec des gens qui pour moi étaient des référents centristes, voilà, absolument, qui m'avaient servi d'exemple avec Simone Veil pour rejoindre l'UMP. Alors pour revenir à l'Europe, est-ce que vous êtes favorable à l'entrée de l'Ukraine au sein de l'Union au détriment peut-être de notre agriculture et en faveur peut-être d'un certain dumping social ? Alors je suis favorable à ce qui a été fait, c'est-à-dire démarrer les négociations d'entrée, mais l'Ukraine ne pourra pas rentrer rapidement, c'est pas possible. À cause du décalage économique qui est considérable. Donc quoi, c'est juste lui donner un peu d'espoir pour lui donner des forces en pleine guerre ? Oui, enfin, c'est plus que ça, puisque quand vous êtes candidat, en fait, il y a des politiques qui se mettent déjà en place. Vous avez des étudiants Erasmus, des pays candidats. Vous avez des aides régionales aux infrastructures. Vous avez un accompagnement pour aider l'état de droit. C'est un pays corrompu, l'Ukraine, où la corruption est assez généralisée. Ils ont déjà fait des pas de géant. Mais je pense par contre que la protection géopolitique leur est déjà acquise. Ouais, est à ce prix. Et peut-être d'ailleurs, ce sera l'un des sujets principaux de la campagne, la question de la défense commune est tout à fait centrale. À cet égard, c'est presque l'inverse de Schuman et Monnet. Après la guerre, avec l'Allemagne qui vient de quitter le système nazi, les Italiens qui viennent de quitter Mussolini, on ne peut pas commencer par la politique. On doit d'abord faire l'économie. Vous vous souvenez, la solidarité de fait qui fera progresser l'Europe. Mais aujourd'hui, il faut réarmer l'Europe. Exactement. C'est peut-être l'inverse. C'est-à-dire d'abord faire une unité pour la défense, pour la géostratégie, et puis pour l'économie, y aller un peu plus progressivement pour tenir compte de la réalité des niveaux de développement des pays. Et aussi cette fuite de cerveau qu'on connaît en fait à l'intérieur de l'Europe, notamment pour la Roumanie et la Bulgarie, qui en fait est très pénalisante pour eux, parce que beaucoup de personnes de l'élite roumaine, les médecins, regardez nos hôpitaux pleins de médecins roumains, les ingénieurs quittent ces pays, travaillent ailleurs en Europe, voilà, où la vie est plus facile, et l'éducation meilleure pour leurs enfants, etc., on le comprend, vidant leur pays de ces compétences qui seraient tellement utiles dans les administrations, dans la justice, dans les entreprises, pour faire progresser le pays. Donc, je pense que le président de la République aura l'occasion de s'exprimer à ce sujet, mais on voit l'accélération, effectivement, de l'Europe de la défense, de la mobilisation, la Suède, la Finlande, qui sortent de leur statut de pays neutre, de l'Allemagne, qui prend 70 ans plus tard, un budget de la défense significatif pour contribuer à une Europe forte du point de vue géostratégique central face désormais à l'ennemi russe, qui est un voisin proche. Est-ce qu'on est en guerre aujourd'hui contre la Russie ? Non, on n'est pas en guerre formellement, on y porte soin, c'est-à-dire qu'on aide l'Ukraine qui elle-même est en guerre contre la Russie. Est-ce qu'on l'aide suffisamment ? Visiblement pas assez pour que l'Ukraine gagne, justement parce qu'on ne veut pas entrer dans une guerre directe, c'est-à-dire nos soldats face aux soldats russes, ce qui limite notre appui. Déclencher une guerre à l'échelle du continent européen serait une lourde responsabilité. Donald Trump a insisté cette semaine, d'une certaine manière, Vladimir Poutine a attaqué les pays de l'OTAN qui ne consacrent pas au moins 2% de leur produit intérieur brut à leur défense. Comment doivent réagir les pays de l'Union européenne ? En se mobilisant sur l'autonomie stratégique, notre capacité à être fort, seul, sur les questions, ça n'avance pas. Sur les questions de défense ou sur les questions aussi d'industrie, ça n'avance pas. Les campagnes sont toujours des moments de bond en avant, comme les crises en fait. L'Europe, elle fonctionne de manière assez par bond. À l'occasion de moments, ce sera un moment de débat. Il y a le Parlement européen qui se renouvelle, mais aussi la Commission européenne, donc avec Madame von der Leyen, avec Thierry Breton. Donc c'est toujours des moments de débat, puisque c'est sur des orientations que les commissaires sont choisis. Ces orientations, l'élection de la Commission étant postérieure
à l'élection du Parlement en général s'appuie sur les débats qu'il y a eu pendant la campagne européenne. Je forme le vœu qu'il y ait au moins quelques débats très suivis et de bonne qualité à l'échelle européenne et pas que des débats nationaux, ce qui est malheureusement souvent le cas. Sur l'OTAN ou sur l'Europe aujourd'hui quand on est un pays européen? Ah ben sur les deux, mon colonel. Sur l'OTAN parce que c'est une alliance militaire qui fonctionne, qui existe. Et sur l'Union européenne, il y a un certain nombre d'instruments qu'elle a mis en place. Il y a des budgets de défense désormais. Il y a des forces qui sont propres. Par exemple, l'Eurocorps de Strasbourg, que je connais très bien puisque je suis de Strasbourg, est très souvent sur le terrain avec des mandats donnés par l'Union européenne. C'est complémentaire. Les spécialistes savent parfaitement jongler avec l'un et l'autre. Mais nous découvrons que très vraisemblablement, malheureusement, après les élections américaines, l'allié américain aura des exigences qu'il n'avait pas jusque-là. Et donc, nous devons nous préparer au risque de ne pas l'avoir à nos côtés en Ukraine et au Proche-Orient. Donc ça, évidemment, c'est une source de mobilisation extrêmement forte pour nous. Face à ces menaces, face à ce contexte international, est-ce que Stéphane Séjourné est un ministre des Affaires étrangères suffisamment expérimenté et solide? Oui, la réponse est oui sans doute, sans aucun doute. Il met un petit peu de temps là quand même pour répondre. Non, mais doute. Expérimenté, non, il n'était pas ministre avant. Stratège et connaisseur des situations, oui. J'ai admiré son travail à l'échelle européenne. Parce qu'il a été tête de liste aux dernières élections européennes. Et non, il n'était pas tête de liste. Nathalie Loiseau. C'était Nathalie Loiseau. Puis il est devenu président de notre délégation, donc des Français du groupe. Ouais. Puis à la faveur de notre président qui était roumain, qui s'investit dans les élections nationales où on exige de lui qu'il se retire de ses engagements européens. Stéphane Séjourné obtient le job de président. Ouais. Vous savez, président de 25 nations, c'est pas rien, avec différentes sensibilités. Il a construit Renew Europe, qui a des partis dans tous les pays européens. On est allé en Italie, en Espagne, en Pologne, à Vienne. On est allé dans toute l'Europe pour soutenir nos collègues. Joli résultat en Pologne. Polska 2050, 14% aux dernières élections. On a très largement contribué au succès de la coalition démocratique contre le régime autoritaire de Kaczynski qui était en place. C'est la démarche de Stéphane. Donc il a une connaissance très fine des chefs d'État. Il réunissait les Renew, chefs d'État, commissaires et députés européens, régulièrement, 2 fois par an à Bruxelles. Donc c'était marrant parce que c'est lui qui présidait avec M. Macron, avec Mme Kallas, la présidente lettonne, enfin avec Mark Rutte, le néerlandais, avec des personnalités de premier plan. Donc il a une vision stratégique européenne très forte. Il se trouve qu'il connaît parfaitement l'Amérique du Sud par son parcours personnel. Donc il est très engagé au Proche-Orient, où il a déjà pris des initiatives pour essayer d'avancer vers la solution à 2 États avec un doigté politique. Pendant de nombreuses années, il était aux côtés du président Macron pour l'aider à gérer des majorités. Donc c'est un homme de dialogue, de respect. Moi, je suis très impressionnée par sa capacité à respecter. Donc il n'a pas besoin d'une longue expérience. Du poste. Il a l'étoffe du poste, il est bien entouré. Et je me réjouis, par exemple, de travailler avec lui sur le prochain sujet, le sujet du prochain mandat, qui sera l'aspect extérieur de la migration, comment on négocie avec les pays d'origine. Merci. Alors avant de terminer, on passe à la question perso. Frédéric Maurice. Vous avez été maire de Strasbourg de 2001 à 2008. C'est une ville qui était aujourd'hui administrée par Jeanne Barseguian. Êtes-vous de ceux qui jugent catastrophique la gestion de collectivités par les écologistes? Je ne suis pas impressionnée, en effet, par leur gestion. Un euphémisme. Oui. Alors, je suis diplomate parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est que Strasbourg garde sa dimension européenne et je suis totalement investie dans cet objectif et je dialogue avec Madame le maire, Jeanne Barseguian, sur ce sujet. Et pour le reste? J'observe qu'à Lyon, qu'à Bordeaux, c'est catastrophique. Mais à Strasbourg, nos métropoles sont pourtant les éléments de rayonnement du pays tout entier, parce que c'est là qu'arrivent les visiteurs, les touristes. Et donc avoir une ambition économique
c'est stratégique. Moi, la décroissance, c'est quelque chose qui me fait peur. Dans les classements des métropoles les plus attractives, Grenoble arrive en tête, devant Nice d'ailleurs. Grenoble, ville gérée par un écologiste depuis 2 mandats. Oui, je n'ai pas d'analyse fine sur Grenoble, mais je sais qu'il y a une dynamique économique qui est assez forte entre Lyon et Grenoble, donc peut-être qu'elle a survécu au changement de maire, peut-être qu'il a un pragmatisme à Grenoble qui le conduit à néanmoins soutenir ce développement économique, chacun a un peu ses caractéristiques. Mais c'était lequel qui avait parlé d'arbres morts pour les sapins? Tous les arbres, Pierre-René à Bordeaux. Tous les arbres, ils finissent par mourir, et je rappelle que c'est la croissance de l'arbre qui fait absorber du CO2, donc quand il progresse pas. Moi, je suis écolo, hein, j'aime l'environnement, j'ai fait beaucoup de travaux sur l'environnement, j'ai été une mère écolo. Donc je pense que l'écologie doctrinaire n'est pas la solution. Je pense par contre qu'il faut adapter toutes nos politiques à cette réalité qui est le réchauffement climatique. Merci beaucoup Fabienne Keller, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée et bon week-end à tous.